Nous sommes réunis aujourd'hui autour de la thématique les violences basées sur le genre. Cela prend de plus en plus d'ampleur et quand je regarde un peu les chiffres sur le Bénin entre 2018 et 2022, nous avons plus de 4000 cas de violences basées sur le genre qui ont été enregistrés par les services justement du ministère de la Famille. Donc, il était important pour nous de choisir cette thématique afin que, étudiants que vous êtes, vous puissiez avoir également certaines notions face à ce phénomène, parce que quand on parle de violence, on a toujours tendance à comprendre que c'est toujours les violences physiques. Non, ce n'est pas rien que les violences physiques. Et d'ailleurs, moi, je vais définir les VBG comme étant toute nuisance, tout acte de nuisance que l'on fait à l'endroit d'une communauté ou d'un individu et qui malheureusement met en mal les droits de survie, je dirais. Et pour cela, aujourd'hui, comme ça a été dit tout à l'heure, nous allons débattre du cadre je dirais, de ce que nous dit la loi par rapport au VBG. On aura des partages d'expériences, mais on aura également à comprendre ce que c'est que réellement les VBG, les violences basées sur le genre. La violence constitue une atteinte à l'intégrité d'une personne. Elle peut revêtir plusieurs formes lorsqu'elle est exercée contre la femme. On peut parler de la violence physique, de la violence verbale, de la violence psychologique, de la violence sexuelle, de la violence économique, la violence domestique, la violence dans les relations intimes, le viol, le mariage précoce, les relations amoureuses forcées, etc. Les VBG, ça prend racine dans l'inégalité entre les sexes, dans l'abus du pouvoir et des normes néfastes. Maintenant, je voudrais attaquer les violences domestiques parce que nous, en tant que femmes, nous, en tant que jeunes filles, c'est la cellule familiale qui constitue notre référence. Lorsque nous sommes dans un environnement où la violence s'érige en norme, je vais aller de façon terre à terre. Lorsque nous sommes dans une famille où papa ne fait que crier sur tout le monde, papa tape maman, le grand frère tape ses sœurs, c'est que cette famille est déjà une famille problématique où sévit la violence sous différentes formes. Et lorsque nous grandissons en tant que jeunes filles dans une famille comme ça et qu'on n'a pas le privilège d'écouter des personnes averties pour nous dire ce dans quoi vous vivez, c'est pas normal. Ça, c'est la violence. On risque de grandir en pensant que l'autorité de l'homme s'exerce par la violence. Et un homme qui a vécu dans un environnement pareil, une fois marié, va penser que pour exercer son autorité d'homme, il doit crier sur sa femme. Quand la femme fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut la bastonner, il faut la taper, il faut la gifler, parce que c'est le modèle que lui, il a eu et il a grandi avec ce modèle. En tant que femme, notre responsabilité est engagée parce que nous devons pouvoir former nos enfants et leur dire voilà ce qui est requis, voilà ce qui n'est pas bon. Lorsque vous vous retrouvez dans un contexte comme ça, il faut dire non, il faut refuser, il faut se plaindre. Qu'est-ce que la loi dit? Au regard de la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2011 portant prévention et répression des violences faites aux femmes, en son article 3, constitue des violences domestiques, toute violence physique ou sexuelle faite par une personne contre la personne d'autrui quand les deux parties sont mariées, concubines ou consanguines ou qu'elles vivent dans la même maison ou quand les deux parties ont une relation intime dans le passé mais ne sont plus ensemble. Et donc, cette loi, par exemple, nous permet de comprendre en tant que femme, en tant que jeune fille,
Voilà comment les choses doivent se passer dans nos maisons. Quand ça ne se passe pas comme ça, nous sommes violentés dans nos droits et on doit être en mesure de se lever pour dire ce n'est pas bon. Aujourd'hui, lorsqu'on est dans des situations comme ça, vers qui on ira se plaindre? L'État a mis en place un dispositif. Vous savez, dans les centres de promotion sociale, on peut aller se plaindre. Au commissariat, on peut aller se plaindre. Et aujourd'hui, avec le travail que l'Institut national de la femme peut faire, on peut également se plaindre parce qu'il y a une ligne directe qui est toujours accessible et l'INF également est toujours ouvert et disponible. Il faut oser aller là-bas. Ce qui tue aujourd'hui, c'est que lorsque vous êtes victime de violence, que vous ne vous levez pas pour dire non, vous ne vous levez pas pour dénoncer, vous ne vous levez pas pour quitter, vous allez mourir à petit feu et ces violences tuent justement à petit feu. Comment ces violences tuent à petit feu? Ça commence déjà à détruire votre cerveau, votre système cognitif, votre système de réflexion. Parce que lorsque quelqu'un vous injurie, lorsque quelqu'un vous donne des coups, lorsque quelqu'un vous frappe, vous êtes blessé au fond de vous-même. Quelle énergie vous avez encore pour évoluer dans votre vie? Quelle énergie vous avez pour déployer votre vision? Quelle énergie positive vous avez pour travailler? Quelle énergie vous avez pour impacter le monde? Vous n'avez plus d'énergie. C'est que la personne a absorbé tout le carburant qui est en vous, qui doit pouvoir faire démarrer le véhicule que vous êtes. S'il n'y a pas de carburant dans un véhicule, le moteur ne peut pas fonctionner. Vous allez mettre le contact, ça ne va pas prendre. Et donc, si vous êtes victime de violence et que vous ne vous levez pas sur votre vie, c'est que vous êtes bloqué et vous ne pouvez pas évoluer dans votre vie et vous devez par conséquent chercher de l'aide. Je vais finir en disant, en tant que jeune fille, lorsque nous sommes dans des environnements, nous sommes dans des relations où on ne nous reconnaît pas notre valeur, il faut pouvoir faire un break, se poser des questions pour voir, est-ce que l'environnement dans lequel je suis me profite? Est-ce que la personne avec laquelle je suis en train de composer pour aller loin est la bonne personne? Il faut se poser les questions. Il faut chercher de l'aide et décider de quoi faire. Il faut décider quelle couleur donner à sa vie simplement parce que ces violences tuent à petit feu. Lorsque votre mental est atteint, vous ne pouvez rien produire. Quand vous ne produisez rien, vous ne pouvez pas mener des activités intellectuelles, des activités professionnelles, des activités génératrices de revenus, vous devenez comme un parasite dans la société. Vous n'êtes pas autonome, vous êtes dépendante. Et quand vous êtes dépendante, vous n'avez plus envie de vivre. Le stress va vous abattre, la fatigue émotionnelle va vous abattre, vous serez découragé de tout, votre vision va s'engloutir, vos rêves vont s'engloutir, le stress va finir par vous donner des maladies. Et vous allez commencer à traîner d'hôpital en hôpital, de clinique en clinique, et par finir, c'est des maladies qui vont vous attraper, vous allez être contaminé par des maladies, ou vous allez simplement contracter des maladies, peut-être des maladies liées au cœur, les maladies cardiovasculaires, oui. Les causes viennent également des violences basées sur le genre. Ça vient des chocs psychologiques. Le cancer également vient de là. Les AVC, on les fait parce que le stress est énorme. Est-ce que vous voulez vivre pour être heureuse ou bien vous voulez, au nom de la société, subir un certain nombre de choses pour devenir martyr et dire « Ah, j'ai essayé, mon environnement n'était pas bon, mais je suis restée parce que je veux être mariée, je veux garder mon boulot, je veux faire ceci, ceci. » Et pourtant, les environnements étaient des environnements violents, non favorables à votre épanouissement. Quand je prends par exemple le lévira dans nos contrées, c'est une forme de violence basée sur le genre. Aussi, les mutilations génitales, on a beau dire, on continue de lutter contre ça, mais cela demeure ancré dans certaines cultures de nos régions, que ce soit au Bénin, mais dans la sous-région également. Cela aussi, ce sont des violences basées sur le genre. Elle a parlé du harcèlement, mais il y a également les violences psychologiques qu'elle a soulignées,
Les mariages forcés dans nos contrées, elles sont là. C'est toujours des violences basées sur le genre. Je dirais pour finir que les avortements également, quand vous êtes, vous en tant que jeune, vous aviez eu peut-être un moment d'égarement, vous êtes allé avec quelqu'un, mais vous ne vous êtes pas protégé ou vous n'aviez pas pris la pilule du lendemain, par exemple, en tant que jeune, et vous tombez enceinte, et ce dernier vous dit, ah non, ce n'est pas possible, je ne vais pas garder, je ne suis pas prêt, je veux pas cet enfant. Et vous, en tant que jeune fille ou jeune femme, vous vous retrouvez avec une grossesse et on vous impose de l'enlever. Ça aussi, c'est une forme de violence. Donc, juste pour vous dire, en fait, que les violences, elles ont leur source partout. Elle peut être d'ordre culturel, elle peut être d'ordre juridique, quand par exemple, une veuve, on lui demande de quitter sa maison, qu'elle n'a droit à rien. Elle commence par se battre. Mais étant donné que la loi également, c'est vrai que les lois, elles sont là. Les lois sont là pour nous protéger. Mais dans certains cas, cette veuve-là, elle se retrouve parce qu'elle n'a pas pris le soin de connaître justement ce qu'elle a contracté comme mariage. Et malheureusement, elle se voit dépouillée de tous ses biens. Tout cela constitue vraiment différentes formes de violence. Il y a aussi, vous êtes en couple avec quelqu'un et vous ne voulez pas aller au rapport sexuel parce que vous ne vous sentez pas alerte, mais ce dernier, parce que vous êtes son conjoint, vous êtes marié, on vous impose de force les rapports sexuels sous prétexte que oui, c'est ton devoir. Ça aussi, ce sont des violences basées sur le genre. Sur la notion de violence, au sens du droit civil, c'est un acte délibéré ou non qui provoque chez celui qui en est victime un trouble psychique ou moral comportant des conséquences dommageables pour la personne ou pour ses biens. C'est une atteinte effective à l'intégrité physique et psychique. Pour l'OMS, la violence peut être définie comme étant l'utilisation intentionnelle de la force physique ou de menaces à l'encontre des autres, contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fortement d'entraîner un traumatisme et des dommages psychiques. Donc, pour qu'il y ait violence, il faut une atteinte effective à l'intégrité physique, comme mutilation, infirmité, même voire décès, ou psychique. Il y a des chocs émotionnels, perturbations psychologiques. Et comme je le disais tantôt, le phénomène prend de l'ampleur dans toutes les sphères de la vie, au niveau familial, au niveau des services, au niveau, à tous les niveaux, même dans la rue. Même dans la rue, il y a la violence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui entraîne cet état de choses? Nous avons retenu quelques causes de violence, surtout chez les jeunes. Il y a des blessures. Les blessures psychiques mal cicatrisées qui peuvent activer la colère. Moins de choses, on dit il est coléré, mais la blessure était là. Ce qui l'amène à devenir violent à tout moment. Il y a le sentiment de non-appartenance à sa famille. Vous êtes membre de la famille, mais vous voyez que vous ne vous retrouvez pas bien, vous ne vous sentez pas bien comme membre de la famille. Ça crée des frustrations que vous ne pouvez même pas dévoiler. Vous vivez la chose. La réaction qui suit, c'est être violent envers des inconnus, même envers la famille et envers d'autres personnes. Se demandent, mais pourquoi elle agit comme ça? Le phénomène est là. Le fait d'être élevé, ça vient d'être cité aussi, dans un climat de violence. Quand papa frappe maman tout le temps, on se demande, bon, c'est la norme. En grandissant, on répète la même chose.
papa en a fait, rien ne s'est passé, je peux refaire la même chose. Donc, l'exposition à la violence depuis l'enfance, ça entraîne la violence quand on est adulte. Absence de soutien d'une personne significative constitue un facteur de stress. Mais quand vous vivez la chose, vous n'avez personne à qui vous confier. Vous êtes tout le temps stressé et la violence suit. L'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir. C'est le papa qui est tout puissant. C'est lui qui décide tout. Quand il parle, il n'y a personne pour dire le contraire. C'est ça, c'est à exécuter ou non. Mais quand les enfants grandissent et que l'abus de pouvoir continue, ça crée une frustration. Et à la longue, cet enfant devient violent. La discrimination. Ah, ici, c'est la femme. Ici, c'est mon héritier. C'est l'homme. Et déjà, dans l'enfance, vous créez la discrimination entre les enfants. Et c'est des sources de frustration qui entraînent la violence. Les frustrations accumulées. Tout ça là, ça augmente le niveau de la violence. Les problèmes de santé causés par la drogue, l'alcoolisme et autres stimulants qui sont en vogue maintenant, tous ces éléments augmentent l'effet de la violence. Et quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences sur l'individu et sur la société? Nous allons citer quelques conséquences. L'éventail des effets de la violence sur l'intégrité physique et morale des individus est vaste. Les éléments de symptômes dépressifs, des troubles de traumatisme, des problèmes de santé reproductive, jusqu'à avoir des conséquences irréversibles, comme le décès. Il crée aussi des troubles d'apprentissage, entraîne le décrochage scolaire, la délinquance, l'isolement, la dépression et des tentatives de suicide. Ou des suicides même. Pas tentatives seulement, il y a même des suicides. Autre conséquence, les victimes qui sont animées. Les victimes sont animées de reproduire ce qu'ils ont subi. Ça veut dire que ça ne peut pas s'arrêter sur moi. Ce qu'on m'a fait, je vais le faire aussi à d'autres. Et la chaîne continue. Voilà les effets et les conséquences. Par rapport à ces conséquences, qu'est-ce que Zonta Club essaie de faire à la jeunesse qui est menacée, la jeunesse qui est violentée? Pour soutenir les jeunes filles victimes de la violence, nous intervenons dans les milieux comme des centres de regroupement des enfants victimes de maltraitance à travers des séances de causerie avec elles dans leur milieu. Nous les encourageons à se prendre en main, à suivre des formations pour devenir autonomes économiquement, surtout dans les cas de grossesse précoce, pour leur dire, après un enfant, la vie ne s'arrête pas. La vie peut reprendre et même de plus belle. Il faut retenir que ces enfants, qu'on retrouve généralement des 16-30, sont victimes de viols, de grossesse précoce, où l'auteur responsable de la grossesse est inconnu, ou même que c'est un parent, un papa ou un enseignant qui est chargé de former cette personne et qui la transforme en maîtresse ou épouse. Et nous leur faisons également des dons en nature. Et toujours dans nos actions par rapport à la violence, et comme je l'annonçais tantôt que la violence est dans tous les milieux, ayant fait le constat au niveau du centre psychiatrique, nous avons constaté que les femmes qui sont dans ces centres sont aussi victimes de violences dans les dortoirs où les hommes et les femmes sont ensemble. Les femmes sont violentées, il y a même des grossesses
Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons construit un dortoir pour ces femmes, pour les femmes à part, afin de séparer les hommes des femmes. Cela a contribué un peu, est-ce que ça soit un peu le phénomène. Également, les femmes victimes de fistule obstétricale qui doivent suivre une intervention chirurgicale ont été assistées par le Sotaclub à travers la prise en charge des frais opératoires. Ceci bien avant la fondation Claudine Talon qui aujourd'hui prend totalement les soins en compte. Actuellement, nous soutenons également les filles qui veulent aller loin dans leurs études à travers des bourses. Et la procédure de sélection est en cours. Donc, et comme nous sommes dans un milieu estudiantil, je crois que on aura des candidats parmi vous. Et pour conclure, nous invitons les filles à ne pas se laisser attirer par la facilité, le gain facile, des cadeaux de luxe et trop de familiarité avec des personnes douteuses. Et à se confier à des personnes de confiance très tôt. Très tôt. Il y a des situations que vous ne pouvez pas vivre seul. Vous devez avoir des personnes de confiance à qui se confier. Aux enseignants et les formateurs, nous leur demandons d'avoir un peu de retenue vis-à-vis de nos filles et de leurs filles et de ne pas en faire des jouets. Si c'est pour les épouser, d'accord, ne pas s'amuser et laisser. Et à l'État, nous invitons l'État à instaurer des lois et politiques qui protègent les enfants et à les mettre en application. Changer des comportements et des normes sociales qui incitent à la violence. On a parlé d'excision, de mariage forcé tout à l'heure. La discrimination, aider les enfants et les adolescents à gérer les risques et à rechercher le soutien approprié en cas de violence. Déjà, l'enfant doit savoir, si ça continue, je peux me prendre à telle personne. Le cadre existe, tracé, connu. Promouvoir et fournir des services en appui aux enfants, adolescents, comme des services d'aide psychologique. Et de sanctionner si les faits de violence ou de maltraitance à tous les niveaux. L'État doit sanctionner lorsqu'il y a violence, lorsque les faits sont justifiés, il faut qu'il y ait sanction. J'ai vécu dans une famille assez modeste, j'ai tout reçu de mes parents, mais au moment de faire le choix du conjoint, je n'ai pas pu faire un bon choix. Et je me suis retrouvée dans une relation où effectivement j'avais beaucoup d'amour pour ce dernier, mais malheureusement cette personne-là n'avait pas de respect pour moi. Il n'avait pas de respect ni pour moi, ni pour tout ce qui est femme. Et chemin faisant, je me suis rendu compte que ce dernier même avait eu une enfance difficile avec sa propre maman. Il ne supportait pas sa maman. Sa maman, pour lui, s'est multipliée par 0. Et donc, du coup, dans le foyer, ce dernier répétait les mêmes choses. Je vous assure que ce dernier répétait les mêmes choses. Et pour lui, l'homme est là, la femme est là. C'est le type d'éducation qu'il a reçu. Mais c'est quelqu'un, quand vous le voyez debout, c'est quelqu'un de bien habillé, bien propre, bien chic, mais c'est-à-dire que vous n'allez jamais imaginer que quelqu'un comme ça était capable de violence basée sur le genre. J'avais pour habitude de dire souvent autour de moi que sa bouche sentait mauvais. En disant que ça sent mauvais, c'est parce qu'il avait des paroles dures, des paroles blessantes, c'est-à-dire des paroles pour vous réduire à néant.
Et je vous assure que le jour où on m'a giflé à 6 mois de grossesse, moi-même, j'ai rendu les 2 gifles. Et le jour-là, j'ai compris que ma place n'était plus dans ce foyer-là. Et je suis partie. J'ai pris la décision de partir. Et en même temps que je partais, je perdais mon bureau et mon emploi. Mais dans certaines conditions, des femmes vont dire, non, je vais quand même rester parce que je ne sais pas où aller. Qu'est-ce que je vais devenir? Il me fait ci, il me fait ça. Et justement, la majorité des violences basées sur le genre sont souvent liées à des problèmes économiques, surtout quand il s'agit des femmes. C'est des problèmes économiques. Mais au nom de votre sécurité, au nom de votre droit à la vie et au nom de votre bien-être, en aucun cas, une femme ne devra rester dans un foyer où elle est victime de violence. Le conseil que souvent moi j'aime donner, ce n'est pas de quitter ce dernier, mais de faire quand même une pause. On ne dit pas de quitter les conjoints ou de quitter les maris. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent derrière la caméra aussi, mais en aucun cas il n'est question de quitter un conjoint parce qu'on est victime de violences basées sur le genre. Il faut déjà trouver une oreille attentive, une oreille qui puisse vous écouter et qui puisse vous amener déjà à vous apaiser. Et maintenant, à trouver avec vous les meilleures solutions pour régler ce problème. Parfois, il ne s'agit que d'une simple communication avec ce conjoint ou parfois c'est même un employeur, hein. Surtout nous les femmes, bien souvent, on a des propositions indécentes pour pouvoir accéder à tel ou tel poste. Tout ça, ce sont des violences basées sur le genre. Donc, il est vraiment important, moi, le message que je veux faire passer, c'est en aucun cas, on ne devrait subir. Mais parfois, les victimes, tellement elles ont été lavées, c'est-à-dire, il n'y a plus le moindre soupçon d'estime de soi en elles. Et elles sont obligées de se donner, de rester là. Et finalement, la mort s'ensuit, surtout pour les femmes battues. Il y en a beaucoup. Elles disent non, c'est parce qu'il m'aime. Mais dites-vous qu'un homme qui est violent dans un ménage, il ne va jamais changer. C'est déjà dans son ADN. Et il faut vraiment toute une autre thérapie à ce dernier-là pour quitter justement son caractère offensant. Mais par contre, la femme, elle a la possibilité de demander de l'aide. Il y a les centres sociaux qui ont, depuis l'avènement du nouveau régime, qui ont beaucoup été développés. Ils sont là, ils sont à l'écoute. Ces centres sociaux-là même, ils ont la capacité de prendre en charge, même quand un parent dit « je ne veux pas que ma fille aille à l'école » ou « je n'ai pas les moyens de payer les études à mes enfants ». Si vous allez au centre de promotion sociale, ils ont la possibilité de voir dans quelle mesure, pour ne serait-ce qu'une courte durée, ils vous viennent en aide. Donc aussi, rechercher, il est important de rechercher l'information. Aller comprendre ce qui se fait également dans le pays, parce que y a beaucoup de lois qui nous protègent, nous les femmes aujourd'hui. Mais est-ce que toutes ces femmes-là sont au courant de tout ce que les lois sont, de tout ce qui a été voté comme loi et qui les protège aujourd'hui? Donc vraiment, chères femmes, il est important que vous preniez votre destin en main. Au nom de la culture, je refuse que on demeure sous le joug des violences basées sur le genre. Les choses évoluent et il faudrait également que dans ce combat, dans cette lutte, qu'on trouve également des hommes pour nous appuyer, pour que dans leur environnement également, ils puissent sensibiliser leurs confrères hommes à cela. Parce qu'en réalité, un homme qui brime une femme,
c'est parce que lui-même, il a des problèmes. Hein. C'est parce que lui-même, à un moment donné, il a une mauvaise estime de lui-même. Il a envie de garder le pouvoir. Il veut maintenir son pouvoir. Or, un pouvoir ne se maintient jamais dans la violence. Notre but est de promouvoir le statut de la femme, le statut légal, le statut social, le statut économique. Parce que tout cela, le manque de tout cela, milite pour les problèmes qui se posent dans les familles. C'est pour ça que chaque biennale du Zonta, les Zonta ont des bureaux pour 2 ans. À chaque biennale, nous changeons de thème. Le thème général, c'est promouvoir le statut de la femme. Ensuite, à chaque biennale, c'est tantôt emmenons nos filles à l'école, par exemple. Cette année, notre préoccupation, notre thème, c'est Build a better world for women and girls. Construire un monde meilleur pour les femmes et les filles. Et pourquoi? Parce que il faut qu'elles soient au courant de leurs droits, qu'elles puissent et réclamer leurs droits, qu'elles puissent se protéger contre les abus. Dans nos familles en Afrique, généralement, la fille évolue dans la cuisine, alors que le garçon est celui qui est là, qu'on doit servir. Nos mamans ne faisaient pas ça pour qu'on domine la fille, mais elles préparaient les filles pour un ménage paisible. Mais ça a été mal compris et d'où les abus que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il est très important que la femme aille à l'école. Il est très important qu'elle sache un tant soit peu lire et écrire pour pouvoir réclamer ses droits et lire, par exemple. Donc, nous, dans notre association, nous allons informer les filles dans les lycées, dans les collèges. Nous sommes allés à Boycon, nous sommes allés à Lokossa, et dans les centres, pour informer les filles du bien fondé qu'elles soient à l'école, qu'elles comprennent la raison pour laquelle elles doivent savoir lire et écrire. On ne les incite pas à la révolte dans leur maison ou dans leur ménage. Non, non, non. Quand une fille sait lire, mon père disait, si tu peux ramener 10 francs alors que ton mari apporte 1000 francs, ça va améliorer la situation dans la maison. Tu ne dois pas offrir une ceinture ou une chemise à ton mari avec l'argent de la popote qu'il te donne. C'est lui-même qui s'est offert la ceinture et la chemise. Alors, tu dois pouvoir gagner ta vie. Et pour gagner ta vie, tu dois pouvoir savoir bien gérer ton petit étalage de tomates et savoir bien t'organiser pour que tu aies tu connaisses le prix d'achat, le prix de revient et le prix de vente, et le petit bénéfice que tu as doit servir à aider dans la famille. C'est comme ça que moi, j'ai été éduquée. Donc, nous devons éduquer nos filles, mais pas seulement nos filles, mais nos fils aussi, à apprécier les épouses qu'ils ont ou leurs sœurs. Quand vous dépréciez une femme en la battant, quand vous l'humiliez, comment pourrez-vous encore être en intimité avec elle, sortir avec elle, vous présenter devant le monde avec elle? Vous ne pouvez pas déprécier, les hommes ne doivent pas déprécier ce qu'ils aiment. Et c'est pour ça que nous, au Zonta, nous militons pour l'éducation de la femme, l'autonomisation de la femme. Elle doit apporter quelque chose au ménage. Elle doit pouvoir s'acheter un soutien-gorge quand cela lui plaît. Elle doit pouvoir offrir librement quelque chose à son mari, à sa mère ou à son père, mais avec l'argent qu'elle a gagné à la sueur de son front. C'est pour ça que l'éducation des femmes est très, très
très importantes. Elles doivent pouvoir lire nos lois, s'informer. On vient de dire les centres où elles peuvent aller, s'informer de ce qui est leur droit. Une femme au Bénin aujourd'hui a le droit d'hériter de son père. Mais dans nos campagnes et dans nos villes, même les gens que vous croyez très éduqués, bien placés, haut cadre, continuent de les brimer. Elles ne savent pas qu'elles peuvent aussi hériter normalement et comme les garçons de leur père, de leurs parents. Donc, nous avons un gros travail à faire. Et vous, les jeunes, c'est à vous surtout vous devez vous informer. Vous devez prendre au sérieux vos études, vos emplois et tout. Et pouvoir dire non, ce n'est pas ça. On ne cherche pas la bagarre avec son mari ou son frère, mais les informer de vos droits, que vous connaissez vos droits et que vous devez obtenir ce qui vous revient légalement. Pour obtenir la paix dans nos ménages, dans nos familles, dans nos pays, nous devons cultiver la paix. Les guerres qui ont lieu dans le monde en ce moment, ce sont les femmes qui sont les victimes. Quand les hommes sont au front, ce sont les femmes qui doivent s'occuper des maisons. Quand il y a des réfugiés, qui voyez-vous sur les routes? C'est surtout des femmes, des vieilles femmes, des jeunes femmes, des enfants, des petites filles que vous voyez qui conduisent, qui gèrent les enfants en attendant que les hommes reviennent. Donc, pour que nous ayons un monde paisible, surtout dans nos pays, moi je m'intéresse surtout aux pays africains, nous devons il faut l'homme et la femme pour porter ce fardeau. Il faut l'homme et la femme. Parce que quand les hommes sont au fond, ce sont les femmes qui s'occupent des problèmes qu'il y a. Ce sont elles qui sont sur les routes, on perd leurs traces, elles perdent des enfants. J'en sais quelque chose puisque moi, j'ai vécu la guerre du Biafra et que ma famille a été fracturée en plusieurs morceaux jusqu'au jour où la Croix-Rouge a ramené mon frère et mon père. Donc, je vous parle de choses douloureuses sur lesquelles j'ai mis le doigt. Et Madame Atigoso a parlé rapidement de ce qui se passe dans un centre psychiatrique où nous avons nos habitudes, où nous allons apporter un peu d'aide. 80% des femmes dans ce centre psychiatrique sont malades parce qu'elles ont été brimées dans leur maison. Elles ont été brimées par leur mari. On ne peut pas parler. On a honte de parler. Et on a honte de dire aux familles, voilà ce qui se passe dans mon ménage. Et le mari te dit, si jamais ta mère apprend ça, tu verras, je te taperai encore 2 fois plus fort. On menace les enfants. Personne ne parle. L'omerta, la loi du silence qu'on impose aux femmes, nous devons briser cela. C'est pas par la bagarre, hein. Vous savez, je vais vous dire encore une anecdote. Mon père, quand il était sur son lit de mort, m'a fait appeler à l'hôpital et m'a dit, tu es la seule qui n'est pas mariée. Le jour où ton mari, le jour où tu te marieras et que ton mari te donnera la première gifle, sors tes diplômes de la maison. Sors tes bijoux de la maison. Le jour où tu auras la deuxième gifle ou la deuxième violence, sois sûr que la troisième n'est pas loin. Alors, déguerpis. Prends tes jambes à ton cou. Mais pour que tu puisses faire cela, c'est que tu auras un gagne-pain. Tu avais déjà un gagne-pain. Tu peux partir et dire, basta, j'en ai assez. Et là, tu pourras manger tranquille, prendre soin de tes enfants. S'ils refusent que tu prennes les enfants, économise l'argent pour tes enfants là.
Un jour, il va te les renvoyer parce qu'il ne pourra pas. Il prend une nouvelle femme, elle ne pourra pas garder les enfants. Donc, travaille, travaille, travaille et prends soin de toi. 24 heures après, il était parti. Mais, et comme la vie l'a voulu, le hasard de la vie l'a voulu, je suis devenue veuve très jeune, avec des jeunes enfants, 9 ans, 11 ans et 14 ans. Je m'en suis occupée parce que quand mon père m'a dit, tu dois travailler, j'ai tout fait. J'ai fait attaque au télipo, j'ai fait des trucs de bananes frites que j'ai vendues à la BCAO grâce à un ami de mon mari. Mais j'ai éduqué mes enfants. Donc, jeunes dames, mesdames, mesdemoiselles, messieurs qui nous écoutez, bannissons la violence autour de nous. Ça fera un effet boule de neige. Nous aurons un pays sans violence. Nous aurons un pays où la paix règne. Et ça doit être un travail fait et par les hommes et par les femmes. Les hommes sont un pôle de l'humanité. Les femmes sont l'autre pôle. Nous devons travailler la main dans la main pour éradiquer toute forme de violence autour de nous, dans nos pays, et petit à petit dans le monde. D'abord en Afrique, et puis après dans le monde. En fait, le fait que la femme aille travailler elle-même n'est pas reconnu comme une contribution par l'homme. Une contribution de la femme pour le bien du foyer par l'homme. Du coup, la contribution de la femme à la production de l'homme est une obligation. Donc, pendant les moments, les périodes les saisons pluvieuses où l'homme doit cultiver le champ et tout, voilà, les femmes sont obligées d'abandonner leurs activités et d'aller dans les champs. Maintenant, ce qui est beaucoup plus, je vais dire, criminel, c'est quoi? C'est que à la fin, après la récolte, la femme n'a pas le droit sur ce qui est récolté. Elle ne touche pas tant que l'homme ne dit pas, voilà, vas-y chercher ta part. Et le fait même que la femme touche au maïs sans l'autorisation de l'homme génère des violences. Et oui, tout ce que, voilà, donc ça génère encore des violences. Et qu'elle soit rassasiée ou pas, c'est quand l'homme, en fait, elle dépend de l'envie de l'homme. Quand l'homme a envie de faire l'amour le soir, elle est obligée de satisfaire l'homme, sinon il y aura violence. Et ça, en fait, c'était comme l'actualité. Et en fait, ils en parlaient avec fierté. On questionnait les hommes et ils n'étaient pas gênés en fait de dire voilà que lui, qui est qui pour lui refuser le sexe pendant que lui, il en a envie. La femme était, bon, je dirais, chosifiée. Et c'était devenu comme, elle était apparentée à une poupée sexuelle et qui en fait était utilisée au gré de l'homme. Donc moi, je parle de juin passé 2023, c'est pas quelque chose qui date de très longtemps. Donc, sûrement et certainement qu'il y a encore en cours actuellement. Moi, mes questions, donc mes remarques, après ce stage, mon point de vue général a changé sur la manière dont nous menons la lutte contre les violences basées sur le genre. La plupart des organisations sont concentrées à Cotonou, à Abomey-Calavi. Et moi, je pense que, normalement, en fait, les violences qu'on voit à Cotonou et qu'on recense et qui sont d'ailleurs signalées. Madame a parlé tout à l'heure de 4000 cas signalés. Ça, ce sont les cas signalés. Donc, parlant des cas non signalés, je suis sûr que ça va dépasser les 4000. Donc, dans quel emballage nous mettons aujourd'hui
la lutte contre la violence basée sur le genre pour en fait faire accepter cette lutte par les hommes, d'abord pour faire adhérer une majorité d'hommes à la cause et ensuite amener cette lutte-là vers les zones les plus reculées du Bénin pour faire comprendre à ces femmes-là leur droit ou en fait trouver quand même la solution. Je pense que ça va dépendre de la manière dont nous qui sommes un peu au courant de la situation, nous en parlons à ces femmes-là parce qu'il faut quand même trouver un moyen de sortir ces femmes de cette calomnie, je vais dire. Et à côté de nous aussi, je viens récemment de finir mon stage dans un centre de promotion sociale et 80% des femmes qu'on a reçues étaient venues dans les CPS à cause de fuite de responsabilité. Fuite de responsabilité parentale. Quand elles viennent, si ce n'est pas problème de... Quand elles viennent plutôt, si ce n'est pas pour des problèmes de cas d'enfants, c'est pour la fuite de responsabilité ou voilà, pour des cas de violence. Voilà, en fait, l'homme a fui ses responsabilités vis-à-vis des enfants. Abandon ou voilà, il y a même des hommes qui quittent la maison comme ça, sans rien dire à les femmes. Et voilà quoi. Il ne revient plus ou il est resté avec la femme pendant un bon moment. Ils ont eu 2 ou un enfant. Après, ils déménagent, puisque à côté de nous, la plupart est en location. Donc, après, l'homme déménage. Et voilà. Il s'installe ailleurs, il prend une autre femme. Et quand la femme appelle, peut-être qu'il ne décroche plus, peut-être qu'il décroche. Et voilà quoi. Ça, il n'est plus engagé dans cette relation ancienne, mais il continue sa vie avec une nouvelle femme. Et ça, c'est devenu aujourd'hui l'actualité. Je vous parle de 7 ans, octobre. Donc, concernant la question des violences basées sur le genre, moi je pense que c'est vrai, on est en train de mener la lutte. Mais pour nous qui sommes professionnels et de l'action sociale, ou pour ceux qui se sont engagés pour cette cause, il reste encore beaucoup à faire. D'abord, particulièrement pour ce qui est des cas qui sont constatés dans les zones rurales et dont on n'en parle pas beaucoup. Dont on n'en parle pas. Moi, j'ai été vraiment touché par ce que j'ai vu à Wangui. Et franchement, je me demande si c'est au Bénin. Si ça se passe au Bénin. En fait, les cas s'amplifiaient de sorte qu'ils ont installé un commissariat dans le village, mais pourtant, le commissariat même est dépassé parfois, en fait. Puisqu'il y a même des femmes dans le village qui défendent, voilà, qui sont en fait teneurs de la tradition qui dit que voilà, la femme doit satisfaire son homme. Et franchement, c'est un mélange. Donc, je pense que normalement, il doit y avoir des actions dans ce sens. Mais j'ai quand même quelques questions à madame qui est au niveau ici. Elle a parlé de l'autorité de l'homme dans son intervention. Et moi, je voudrais savoir, aujourd'hui, dans ce contexte où on parle de violence basée sur le genre, quelle définition on peut donner aujourd'hui à l'autorité de l'homme? Quand on parle de l'autorité de l'homme, est-ce que l'autorité de l'homme est toujours reconnue? Sinon, quelle définition nous pouvons donner aujourd'hui au mot autorité de l'homme dans le foyer? En dehors de ça, vous avez parlé de ce que les femmes doivent se lever et voilà, revendiquer ce qui est leur droit. Quand on demande aux femmes ou aux filles de se lever pour revendiquer leurs droits, dans certaines régions, par exemple, si on veut être réaliste, comme Madame l'a dit, avant de se lever, il faut d'abord avoir les jambes en place pour savoir que je peux marcher seul. Et quand je parle des jambes en place, c'est être capable d'assumer quand même au moins ses propres besoins. C'est vrai que l'État, les centres de promotion sociale
prenne en charge, en griffes, certains aspects. Mais le centre de promotion sociale ne peut pas prendre en charge tous ces cas-là et assurer leurs besoins, et tous leurs besoins. Donc, moi, je pense quand même que sur cette lutte-là, il reste quelque chose qu'on doit... il reste quand même un alibi qu'on doit trouver, ou une stratégie, voilà, une stratégie qu'on doit trouver pour vraiment avoir des résultats. Et voilà que l'éducation est indexée. Dans la plupart des cas, quand on parle de violence basée sur le genre, on indexe l'éducation dans la famille, la manière dont les enfants sont éduqués, la manière dont les mamans parlent ou les parents interagissent avec leurs enfants. Maintenant, voilà que l'éducation est une question culturelle et qui est presque un endoctrinement. Oui, j'ai fini. Qui est presque un endoctrinement. Comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer cela? Voilà quoi, dans un bref délai. Donc ça, ce sont des questions qui me viennent à l'esprit quand je suis dans des conférences de ce genre. Merci beaucoup. Et quand nous parlons de violence basée sur le genre, généralement, nous donnons l'impression qu'il s'agit des hommes. Mais dans la réalité, tout est orchestré par les femmes. Tout est orchestré par les femmes. Dans la mesure où, quand vous entrez dans une famille et que vous voyez un garçon qui est en mesure de battre une femme, c'est parce que sa maman l'a préparé à cela. Au-delà de tout ce que son père a pu faire subir à sa maman, parce que c'est les mamans qui n'aiment pas le plus les enfants. Et il n'est pas rare d'entendre des femmes dire à leurs garçons, ah, elle a osé te dire ça, c'est les mamans qui disent ça. Je n'ai jamais entendu de papa demander à son fils pourquoi il n'a pas battu sa femme pour avoir fait ci ou ça. Je l'ai remarqué dans beaucoup de cas, dans plusieurs cas. Et quand on interroge vraiment les garçons qui ont des problèmes, en dehors du fait que le père, généralement quand le papa est violent, les garçons, ils ont des problèmes qui font que, même avec la femme, ils ne sont pas très à l'aise. Parce qu'ils ne savent pas comment les prendre. Ils voient en eux leur maman, ils voient en même temps une femme qui peut battre comme leur père a fait. Il y a toujours un dilemme dans leur tête. Si leur maman ne leur donne pas le déclencheur, que c'est eux qui ont autorité sur leur femme, ils n'arrivent jamais à franchir ce Rubicon-là. Donc moi, j'estime que les premières personnes à sensibiliser, c'est les mamans. Moi, ma maman, elle est de Ouidah. Et je sais tout ce qu'on dit de ma maman dans ma famille. Maman, en plus, elle est économe. Donc les gens disent que les économes ont instauré, je ne sais pas, un système pour que leurs femmes ne restent pas dans le ménage. Il y a même une maison pour les femmes qui peuvent divorcer et venir à la maison. Et déjà, c'est un problème. Et si une femme comme ça ne sait pas se comporter, c'est la société qui s'en prend à elle. Parce qu'il y a des préjugés. Et pour que la société s'en prenne... Moi, c'est ce que ma grand-mère a toujours dit à mon père au sujet de ma mère. C'est parce que mon père a voulu rester. Sinon, il serait parti ou bien il allait prendre une autre femme. On lui proposait des femmes qui ne sont pas fonds, qui ne sont pas de Ouidah. Et à défaut de faire tout ça, on l'a même monté pour qu'il puisse violenter ma maman. Bon, il n'a pas été assez fort pour le faire. Je dis il n'a pas été assez fort pour le faire parce que j'estime que cette force n'est pas normale. L'autre chose, quand nous parlons de la violence basée sur le genre, j'ai l'impression qu'il y a une confusion terrible que nous devons arrêter de faire. Toutes les lois qui traitent du sujet mélangent l'homophobie et tout ce qui suit. Et je connais beaucoup de gens qui luttent contre la violence basée sur le genre, mais qui ont des opinions contraires sur l'homophobie. Alors que le contexte législatif nous permet de faire le gros mélange. Donc finalement, nous défendons et ce que nous défendons et ce que nous combattons en même temps. Et moi, j'estime que pour que la lutte puisse porter, nous devons faire la part des choses. Il y aura des lois contre ce qui est homophobie et tout ce qui va dans ce sens, et des lois pour ce qui est je ne sais pas, du ménage ordinaire. Je vais parler en ces termes-là, du ménage ordinaire. Parce que quand moi je vais dans des conférences, c'est les mêmes textes qu'on me cite ici et là-bas. Et moi, je suis dérangé quand je veux traiter le sujet. Il y a des choses que ma morale ne me permet même pas de dire. Mais c'est ce que la loi m'impose. Comment est-ce qu'on peut mener le combat dans ce contexte-là? Pour moi, c'est compliqué. Et l'autre chose, le Lévirat
c'est un système que l'on combat, tout le monde décrit. Mais moi, j'ai observé que le lévirat n'est pas toujours négatif. J'ai dit n'est pas toujours négatif. Pourquoi? Oui, non. J'ai observé dans mon milieu des femmes qui, elles-mêmes, délibérément, ont décidé d'épouser un autre membre de la famille après que leur mari soit décédé. Et elles ont estimé même que c'était leur droit de le faire. J'ai vu des cas où elles n'avaient pas la possibilité de le faire. Mais quand j'ai vu la suite de leur descendance, moi, j'ai eu des regrets. Parce que je me suis dit que si on n'avait pas empêché le lévirat, ces enfants auraient eu plus de chances de réussir dans la vie. Il y aurait eu plus de protection. Mais une maman qui part avec 4 enfants, 8 enfants, je ne vois même pas d'homme qui puisse vraiment la récupérer et donner une vraie chance à ses enfants de réussir dans la vie. Mais dans le système familial, c'est pratiquement un devoir de le faire dans une certaine mesure. Donc, je ne suis pas défendeur du lévirat, mais j'ai pu observer moi-même que le lévirat n'a pas toujours été négatif. Est-ce qu'il ne faut pas savoir faire cette lutte-là pour que, en voulant construire, nous n'allions pas détruire ce qui existait et qui pouvait être utilisé positivement? Merci. Bon, je vais donner un petit exemple. Il y a une tante parce que c'est une amie de la famille qui, un jour, était en train de se disputer avec son mari. Et le monsieur, il prend la chaussure et il voulait la taper. Son enfant était là, une jeune adolescente. Elle était là, elle a dit, papa était bloqué à da. Ni a ho maman même bimina hoe. Et il était choqué et il n'a plus été jusqu'au bout. Mais depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais levé la main sur sa femme. Je pense que il y a aussi cette conscience des enfants ou bien cet accompagnement de tous ceux qui sont présents là, qui vont se lever contre ce bourreau qui va aider que la violence ne se poursuive pas. J'aimerais d'abord dire qu'on ne doit pas pointer du doigt un genre et dire c'est la faute à l'homme ou c'est la faute à la femme. Nous sommes tous dans le même bateau. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'abord de mettre tout le monde sur le même pied d'information. Nous devons d'abord avoir la même information. Après, il faut accepter le fait que oui, on a fait l'erreur et accepter changer. Parce qu'une chose est de connaître la maladie dont on souffre et accepter d'être guéri, accepter que quelqu'un nous aide à guérir. Donc voilà un peu. Après ça, il faut penser aussi à passer l'information d'abord dans les familles. Parce que les violences, c'est d'abord dans la famille. Et quand l'enfant suit ce que son père ou sa mère fait, ça éclot, merci. Ça fait paf et ça sort. Il commence à faire ou elle commence à faire ce que son père ou sa mère faisait à la maison. Secondo, j'aimerais dire qu'il faut, oui, je pense que la lutte a déjà commencé. Il faut penser à former des jeunes filles et des jeunes garçons afin qu'ils puissent étendre la formation un peu plus loin, pas seulement dans les villes, mais surtout dans les villages, parce que les villages, ce sont des choses qui sont remarquées, mais c'est voilé, c'est caché, on ne voit pas ça. Moi, par exemple, je suis de Djougou et je vois ce qui se passe à Djougou. Mais les gens à Cotonou ici, on base les campagnes, on sensibilise les gens de Cotonou, on ne va pas au-delà de Cotonou. Et franchement, ça fait mal. Ça fait mal de savoir que les gens de chez nous souffrent et nous-mêmes, on a grandi dedans. On a été éduqués, mais on ne peut pas apporter de l'aide parce qu'une seule personne ne peut pas faire la chose. On doit être nombreux à apporter l'information, à aider les gens afin qu'ils puissent savoir que oui, ces gens-là sont nombreux, ils sont venus nous parler. Ça veut dire que c'est vraiment sérieux, ce qu'on doit savoir, c'est sérieux, on doit changer. Tessio, j'aimerais parler du fait que, oui, j'ai écrit beaucoup de choses. Il faudrait aussi que vous nous aidez, nous les jeunes filles, à communiquer.
parce que nous souffrons beaucoup et on ne sait pas comment se lever et mettre une croix sur les choses. Parfois, pour défendre nos droits, on va à travers. On commence par dire des choses pour encore gâter ce qu'on veut dire. Imagine, exemple, on dit qu'on ne doit pas, par exemple, oui. Non, c'est pas qu'on ne doit pas. Oui. Je communique d'abord. Ah, tu sais, quand tu me gifles, ça fait mal. Ce n'est pas que j'ai fait quelque chose. Vous dites? Le titre, c'est le sketch. En fait, l'exemple n'est pas parfait, adéquat à ce que je veux dire. Parce que je n'ai pas trouvé un exemple right away. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut savoir communiquer. Savoir communiquer du fait, ce que tu veux dire ne doit pas gâter ce que tu veux faire encore. C'est tout ce que je veux dire. Nombreuses sont les organisations qui luttent aujourd'hui pour les violences basées sur le genre. Mais on constate que cela perdure. Pourquoi est-ce que, malgré tout ce que nous faisons pour limiter les violences basées sur le genre, ça continue? Qu'est-ce qu'il faut faire en plus? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on doit ajouter encore en plus? Souvent, quand les jeunes filles vont au mariage, leur première conseillère est leur maman. Et voilà que la maman a déjà vécu un mariage basé sur la violence. Et quand la jeune fille va retourner à sa maman va lui dire, il faut tout accepter, c'est ton homme, il faut tout accepter à cause de tes enfants. Maintenant, et quand la jeune fille va vouloir dénoncer ce qu'elle est en train de subir dans le mariage, sa maman va toujours l'apaiser. J'aimerais vous demander si la jeune fille peut toutefois contourner sa maman et aller se plaindre. La première des choses que j'aimerais comprendre, c'est qu'ils ont dit violence basée sur les genres. Mais durant cette conférence, j'ai pu remarquer que ça a été uniquement focalisé sur la gente féminine. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de violence faite à l'égard des hommes? J'aimerais bien comprendre pourquoi chaque fois qu'on veut parler de violence sur le genre, on parle uniquement des femmes et l'aspect des hommes n'est pas révélé. Que quand les femmes ressentent des violences dans leur famille conjugale, elles doivent pouvoir sortir et aller dénoncer cette violence. Mais est-ce que cela ne va pas revenir à être comme exposer sa famille à l'extérieur? Par exemple, mon mari me fait quelque chose, ou bien m'insulte, ou bien me gifle. Nous sommes dans une discussion et malencontreusement, je peux dire, il a porté la main sur moi. Est-ce que cela suffit à aller présenter ce point auprès d'une organisation, auprès d'une ONG, auprès d'un État? Est-ce que cela ne signifie pas exposer son mari ou bien exposer sa famille ou bien sa vie de couple à l'extérieur? Pour vous, le fait qu'un homme lève la main sur sa femme consciemment, c'est un truc à dénoncer. Mais et si c'est sous l'effet de l'alcool? Est-ce que vous pensez que c'est aussi un truc à dénoncer comme les autres, par exemple? Stop! Personne n'a de droit sur vous. Votre corps vous appartient. Votre esprit vous appartient. Ce que vous pensez vous appartient. Personne n'a le droit de lever la main sur vous, adulte, soi-disant parce qu'il est votre mari, qu'il soit sous l'emprise de l'alcool, qu'il ait fait ça parce que vous avez fait une maladresse. Et lui, il n'en fait jamais. Combien de fois vous lui portez la main dessus? Vous n'avez pas le droit d'accepter qu'on vous frappe, homme ou femme. Et la femme, encore plus. Personne. Ça là, il faut que les quelques-uns que vous êtes ici là, vous partez d'ici en vous disant bien dans votre petite tête que personne n'a le droit de vous taper, même une demi-fois. Demi-fois, il n'a pas le droit. Si vous partez avec ça là, j'aurais gagné quelque chose en venant de très loin ce matin. Maintenant, la violence, c'est mauvais, c'est négatif. C'est très mauvais la violence.
Quand la violence rentre quelque part, ça détruit comme un vent mauvais. Et personne ne souhaite que la violence rentre chez nous. On vous a expliqué en long et en large les dégâts que la violence fait. Mais il n'y a pas d'excuse à la violence. Celui qui est violent, il est lui-même malade. Celui qu'il violente, il le rend malade. Donc, en le donnant comme en le recevant, la violence, c'est mauvais. Donc, on va essayer de ne pas rentrer dans une situation où on rentre dans la violence. Seulement, on n'est pas seul et tout le monde ne pense pas comme nous. Tout le monde ne pense pas qu'il faut éviter la violence. Donc, lorsque la violence arrive, j'ai entendu dire que des garçons devenaient violents parce que ils ont vu leur père violent ou on leur a pas dit ou ils ont été éduqués que il n'y a pas d'excuse à être violent. Hein. Excusez-moi, il n'y a aucune excuse. Quand tu es violent à cause de ça ou de ça ou de ça, on trouve toujours de bonnes raisons pour être violent. Et moi, je refuse la violence. Mais nous avons des traditions chez nous. Nous avons dans notre base culturelle au Bénin et dans la sous-région africaine, nous avons une base, une culture qui veut que ce soit qu'on appelle le patriarcat. C'est le père qui commande. C'est l'homme qui commande et la femme et les enfants exécutent. C'est ce système-là qui existe. Ailleurs, c'est la femme, hein. Ça existe pas très loin, en Côte d'Ivoire, là. À tout près, là. Ils ont une région, les Baoulés, là où je crois. C'est les femmes, hein. C'est matriarcat, hein. L'homme, là, c'est rien. Hein. C'est comme on considère la femme chez nous, là. C'est comme ça on considère l'homme là-bas. Hein. Il vient, il fait les enfants, on les jette. Comme on dit enfant ici, là. Tu as amené ton sein, les enfants ont été, tu veux partir, tu pars avec ton sein. Mais les enfants, tu laisses. Oui. Par conséquent, il y a des traditions chez nous. Rapidement sur les traditions. Les traditions que nous avons chez nous. Lorsque nous allons, la femme doit se marier. Et c'est pas le mariage à la mairie ou le mariage à l'église ou dans quelque religion que ce soit. Je parle du mariage traditionnel. Là où on donne la dot, on fait connaissance des parents, on donne dot. C'est ça le mariage. Lorsque nous allons au mariage, on vous assoit, femme, et vous, les tantes, s'asseyent en face de vous et vous donnent les conseils qu'il faut dans le cadre du mariage. Et même avant le jour de la dot, il y en a au moins une, sinon deux, qui viennent vous montrer comment on doit se comporter au mariage. Tant au lit qu'ailleurs. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est l'équilibre de nos mères. Je parle de moi, hein. Je ne parle pas de vous. Je parle de nos mères, donc de vos grands-mères. Donc, cet équilibre-là existe encore dans nos villages. Il ne faut pas le casser. Ça vous semble bizarre. Je parle à l'assistant social là. Voilà. Ce que vous voyez, ça vous choque. Parce que vous n'avez pas eu ça dans votre éducation en ville. Mais c'est un équilibre qui existe. Lorsque c'est un équilibre, il ne faut pas casser l'équilibre. Il faut voir si on peut améliorer l'équilibre, mais il ne faut pas le casser. Maintenant, pour ce qui est des gens qui sont en ville, qui sont plus informés que ceux qui sont à la campagne, c'est toujours comme ça. Parce qu'en ville, on est pollué par beaucoup de choses. Trop pollué. Tout ce qui se passe aux États-Unis, en Russie, dans le Chine, partout, on n'a même pas été là. Le téléphone nous dit ça.
Si Joe Biden a pissé de travers aujourd'hui, on sait. Son fils a été emprisonné, on le sait. Et on le sait. Il ne faut plus pisser à travers la culotte. Il faut déposer la culotte avant de pisser. On nous le dit. Ça, c'est la vie aujourd'hui. La vie aujourd'hui, pas la vie hier, aujourd'hui. On est tellement inondé d'informations diverses de toutes sortes que même ce que nous ne souhaitons pas nous pollue la tête. Et on commence à se demander comment on va faire. Parce que ces histoires qu'on nous dit aujourd'hui là, où Madame Dorcas a failli croire que monsieur lui posait une question sur les homosexuels. Non, c'est pas ça. Hein. Ce qu'il dit, c'est autre chose. Cependant, je ne veux pas venir vous répondre directement. Ce que je veux que vous compreniez de la tradition, maintenez-la tant qu'on peut. Maintenant, les gens qui sont en ville, on est tellement pollué par tout ce qui se passe qu'il est difficile de ne pas faire plus d'informations en ville qu'à la campagne. Maintenant, pour en conclure, je voudrais donner un conseil pratique à tous les garçons, à toutes les filles qui sont ici, et vous pouvez répéter ça à toutes les filles, à tous les garçons que vous allez rencontrer sur votre chemin. Lorsque la violence vient à moi, qu'est-ce que je fais? 1. J'en parle en famille, si possible. Ça ne marche pas. Je passe à l'étape 2. Je vais au commissariat. C'est l'étape 2. Je dépose une plainte. Aucun gendarme ni policier n'a le droit de me refuser le dépôt d'une main courante sur ma situation. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit là? Aucun policier ni gendarme n'a le droit de me refuser le dépôt d'une main courante sur ma situation. En français clair, il n'a pas le droit de me refuser de dire « mon mari m'a giflé, m'a insulté ». Si je suis venue au commissariat pour le dire, il a le devoir de l'enregistrer et de me donner un reçu. Vous comprenez? C'est la deuxième étape. Mais ne rêvez pas. Il y aura un non-lieu. Personne ne fera d'enquête. Mais vous avez la preuve que quelqu'un vous a touché. Troisième étape, si on vous a blessé, vous allez directement à l'hôpital. Immédiatement vous faire une visite médicale pour constater les bleus, les blessures. C'est valable quand je dis, ce que je dis, c'est pas seulement pour les femmes, hein. C'est pour les hommes comme pour les femmes. Celui qui a subi une violence doit faire ce que je suis en train de dire là. Parce que le garçon, il peut même avoir été tapé par ses copains pour d'autres raisons. Il fait la même démarche. Commissariat. Maintenant, quand vous avez fini ça, vous cherchez rapidement une structure. Ça peut être un centre médico-social ou ça peut être un ONG, ça peut être une association, parce que l'engrenage dans lequel vous allez rentrer est dur, le parcours est dur et pénible. Vous ne pourrez pas le faire tout seul. Donc, immédiatement, vous commencez à chercher la structure qui va vous épauler, va vous aider à aller jusqu'au bout. Parce que la gifle là, il y a un prix au bout. Tiens, oui, toujours. La gifle là, mon père m'a pas mis au monde pour que tu me gifles. Donc, si on t'a giflé là, mon frère, 100 ans, 1000 ans, il faut que tu payes. C'est comme si quelqu'un vous a cogné dans la rue là, avec sa moto. Vous allez déposer une plainte, il va payer.
Ou bien, c'est de la même façon, une personne n'a le droit de vous gifler. Il vous a giflé, il va. Donc, vous cherchez la structure. Parce que sans la structure, tout seul, ils vont vous écrabouiller comme des fourmis. Donc, c'est avec la structure là que vous allez pouvoir avancer et obtenir gain de cause. Parce qu'avec la structure, si votre cas est suffisamment grave, elle va vous extraire de là, du milieu de violence, pour que vous puissiez vivre sans la violence. Parce que tant que vous êtes dans la violence, vous ne pouvez pas réfléchir. Quand on est dedans, on ne peut pas réfléchir. Ceux qui l'ont vécu vous le diront. Quand on est dans la violence, on ne peut pas réfléchir. On est en mode de survie. Votre tête est complètement bouffée, lobotomisée complètement. Vous ne pouvez pas vivre. Par conséquent, il vous faut de l'air frais de l'extérieur pour vous réveiller, pour vous calmer, pour vous aider à réfléchir, pour vous battre, gagner et obtenir gain de cause. Vous comprenez? Moi, c'est ce que je voudrais vous dire par rapport à la démarche à faire aujourd'hui. Vous êtes des étudiants, vous êtes des intellectuels, donc la loi là, il faut télécharger ça. Hein. Il y a celui de janvier 2011 là qui a été revu 2020. En fait, ça a été revu une année sur l'autre, je ne sais plus, j'ai téléchargé. Il y en a deux, il faut remodeler. Il faut lire. Vous êtes des jeunes, vous lisez, vous voyez ce qui vous concerne. Vous devriez posséder ça et en parler autour de vous. C'est comme ça qu'on survit. Alors, si vous prenez toutes ces dispositions-là, vous allez pouvoir vous reconstruire. Vous allez avoir la force de vous battre. Vous allez être des leaders pour aider les autres. Également, moi, ce que je voudrais demander à nous, associations, activistes et tout ça là, c'est que nous œuvrons pour qu'il y ait un numéro vert avec au bout des solutions concrètes. Un numéro vert avec au bout des solutions concrètes pour les cas de violence. Mais la violence ne va pas disparaître, je ne vais pas vous faire rêver. Hein. La violence, elle existe dès qu'il y a eu Adam et Ève. Hein. Et elle existera après nous, malheureusement. Elle va diminuer grâce à vous. Forcément parce que vous allez être des membres actifs, mais elle ne va pas disparaître. Maintenant, la dernière chose, c'est l'information. Le degré d'information. Nous avons une paresse intellectuelle à la béninoise. Le béninois n'aime pas lire. Vous attendez que quelqu'un lise mâche et vous redonne ça en bouillie là. On ne va pas mâcher et vous remettre ça dans la bouche. Prenez les documents, lisez. Si tout le monde avait lu le test là, je suis sûre qu'on aurait eu d'autres questions. Mais la prochaine fois, il y aura d'autres séances d'information parce qu'il n'y aura que des séances d'information à notre niveau. Nous n'avons pas le pouvoir d'agir autrement que de vous informer. Et on va vous informer. On va vous réinformer chacun à notre niveau pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Et après, vous allez agir. Est-ce que celui qui est en face est prêt à écouter celle qui est en face? C'est ça. Moi, je crois qu'une meilleure communication, échanger. À des moments donnés, la femme et l'homme s'entendent, rigolent.
Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait un travail à faire sur la communication entre hommes et femmes. Parce que de la confrontation des idées sortent souvent une meilleure compréhension des choses. Moi, je crois qu'il faut communiquer. Il faut apprendre aux gens à communiquer, à s'écouter. Il faut apprendre à communiquer, à s'écouter. Ne pas croire qu'on a la science infuse et que parce que on est plus fort en gueule ou plus fort en point, on a raison. Le combat par rapport aux violences basées sur le genre, ce n'est pas un combat seulement qui se fait à Cotonou, Paracou, Porto-Novo, les communes à statut particulier, non. Il y a des ONG qui vont en profondeur. Mais en réalité, le plus grand problème, c'est que les femmes qui sont les plus victimes de violences basées sur le genre, à haute échelle, sont dans ces grandes villes. C'est des femmes qui ont le pouvoir financier, c'est des femmes qui ont une certaine renommée, et c'est des hommes qui sont bien placés, qui sont les bourreaux de ces femmes. Les professeurs d'université, les grands médecins, les fonctionnaires internationaux et les grandes dames, les chefs d'entreprise, le truc se passe là. Si ce n'est que nos dames du village, les questions de je n'ai pas mangé, on m'a tapé, il n'y a pas de popote, allons au champ et tout ça, ah oui, tout ce que vous êtes en train de dire là. C'est des questions qui sont facilement gérables par des leaders religieux ou bien on fait des descentes, on échange avec les gens parce que tout tourne autour des problèmes d'autonomie, un peu d'argent qui manque, c'est la pauvreté. Mais ici à Cotonou, à Paracoua, Porto-Novo, ce n'est pas une question de pauvreté. Les sous sont là, il y a les moyens. Mais il y a les valeurs morales qui n'existent pas. Il y a la méchanceté. Et d'autres réalités qui pèsent et qui font que des femmes belles comme nous, bien diplômées et tout, souffrent, meurent, finissent dans les centres psychiatriques, finissent avec des cancers et puis on n'en parle pas. Donc, souffrez que ce soit à cause de ça qu'on court pour pouvoir gérer ce genre de situation. Alors, l'autorité de l'homme, c'est quoi? L'autorité de l'homme, c'est quoi? Vous savez, c'est Dieu qui nous a créés. Quand on parle d'autorité, c'est simplement pour dire chef de famille. D'accord? Et Dieu a confié à l'homme d'être le chef de famille et de prendre la direction du foyer. Mais quand Dieu a dit de prendre la direction du foyer, Dieu a dit d'honorer la femme, de considérer la femme comme un vase faible, de lui témoigner de l'amour et que la femme n'a qu'à se soumettre. Si toi, l'homme, tu m'aimes, tu me donnes l'amour et qu'on se sent bien dans la maison, est-ce que tu vas faire du bruit pour que je me soumette à toi? Ça va de soi que je me soumette à toi. La soumission, c'est quoi? C'est le respect. On se respecte, on se comprend, on fait les choses comme cela se doit. Il y a de l'amitié dans notre couple, il y a l'amour et tout va sans problème. Donc l'autorité, ce n'est pas un bourreau, mais l'autorité, c'est juste le leader. C'est le chef qui guide le foyer. La femme est son aide, mais pour aider quelqu'un, il faut être bien plus fort. Dieu nous a dotés de beaucoup de capacités, d'où l'estime de soi et la confiance en soi. En tant que femme, on doit avoir une identité. On doit connaître ses forces et ses valeurs. Et c'est sur cette base qu'on s'impose dans la société, qu'on joue son rôle pour savoir que voilà mon domaine de définition. Je peux accepter ça, je ne peux pas accepter ça. Et quand tu sais qui tu es en tant que femme, si quelqu'un lève la main sur toi, tout le monde qui ne devrait pas lever la main et qui va regretter d'avoir levé la main sur toi. On ne peut pas dire qu'on contourne sa mère. Est-ce qu'on va contourner sa maman? Non. Maman a sa vie, elle a eu son foyer. Moi-même, j'ai mon foyer, j'ai ma vie, j'ai mon boulot, j'ai tout. Si ça ne marche pas avec quelqu'un, je trouve la solution. Moi, personnellement, j'ai vécu dans un environnement où je me suis rendu compte après que la situation dans laquelle j'étais, la personne qui faisait preuve de violence verbale avait un problème d'éducation. Si papa et maman n'ont pas témoigné l'amour à l'enfant et l'environnement n'était pas favorable, c'est que l'enfant a grandi avec des choses avec lesquelles il ne devrait pas grandir. Et pour lui, c'est la norme. Donc, il faut un système de phagocytage, il faut un nouveau système d'éducation et d'auto-éducation pour aider cette personne. Mais quand à un moment donné, j'ai vécu pendant 10 ans dans cette situation, je me suis levée.
Quand je disais tout à l'heure, la femme doit se lever, et vous m'avez demandé comment la femme va se lever, je me suis levée. J'ai dit, j'ouvre la bouche et je parle. J'ai appelé un membre de ma famille, j'ai dit, voilà ce que je gère depuis 10 ans. J'ai décidé de parler. Et quand vous arrivez à ce niveau, c'est que, oui, vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous cherchez, et vous avez déjà accumulé sur 10 ans. Personne ne va vous dire que vous n'avez pas patienté. Vous avez patienté. Vous avez usé de moyens pour que les choses changent. Mais si ça n'a pas changé, c'est qu'à un moment donné, on vous a pris comme un esclave. On vous a manipulé, on vous a fait souffrir. Est-ce que vous voulez mourir dans ça? Parce que ce qui tue aujourd'hui généralement les femmes, c'est qu'on se dit je suis mariée légalement, j'ai une alliance au doigt, je porte le nom de quelqu'un. Si je quitte maintenant, on va dire que je suis une mauvaise femme, j'ai divorcé, je vais garder cette étiquette. Mais mon Dieu, est-ce que Dieu a dit qu'une femme qui est divorcée ou qui n'a jamais été mariée ou qui est monoparentale ne va pas hériter du royaume des cieux? Pourquoi vous vous fatiguez? Si c'est pas bon, c'est pas bon. Et si tu n'es pas bon pour lui, là, tu seras bon pour quelqu'un d'autre. Si c'est pas bon, tu sors de ce système. Quand tu cherches l'aide et que l'aide là, ça ne vous permet pas de régler les problèmes, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Pourquoi tu t'accroches à quelqu'un qui ne te permet pas d'être heureux? Parce que tu veux vivre pour la société. Donc toi, tu vis pour la société. Et si tu meurs, la société ne va pas continuer à exister. Non, mais il faut qu'on sache qu'on doit vivre pour nous. Maman a dit quelque chose tout à l'heure de fondamental. J'ai noté. Elle a dit, personne n'a le droit de lever la main sur vous. Votre corps vous appartient, votre vie vous appartient. Tu vas aller rendre compte à qui là-bas? Quand tu vas mourir gratuitement. Tu as peur de la société. Il y a des gens qui sont heureux dans leur mariage, dans leur environnement professionnel là-bas. C'est parce qu'ils sont heureux qu'ils sont là. Toi, ça ne va pas. Mais tu dis, la société va me regarder du haut, je vais rester. Vous ne voyez pas que c'est bête? Tu gagnes quoi dedans, en fait? En restant là, pour qu'on t'insulte matin, midi, soir, qu'on te frappe. Moi, j'ai une cousine qui a épousé, excusez-moi, un pasteur, soi-disant pasteur. Le monsieur lui donne 200 pour dire d'acheter maïs, d'acheter du quinquin, de faire à manger. C'était à Womé ici. Le monsieur prend du fer, un fer à repasser, branche et repasse sa bouche parce qu'il est rentré, il n'y a pas à manger. Il repasse sa bouche. Oui, avec du fer à repasser. Je vous parle d'une cousine. Une cousine, ça veut dire la fille à un oncle ou à une tante. On ne peut pas appeler des noms. Mais moi, c'est des choses qui m'ont choqué. Pourtant, c'était un pasteur. Mais laissons même le côté pasteur. Disons même qu'elle a épousé un athée, puisque j'étais au mariage religieux. Et ça m'a étonné d'entendre ça après. À un moment donné, elle a compris qu'elle devrait partir. Quelle est la qualité de vos relations? Jeunes, copains, copines, je t'aime là. Vous faites quoi ensemble? Quelle est la base que vous donnez? Parce qu'on a parlé des relations faussées. S'il n'y a pas une bonne base là, vous êtes copains, copines. Et vous dites que vous voulez vous rencontrer quelque part, tu viens en retard, il commence à t'insulter. Ah, pourquoi tu n'es pas venu à l'heure? Mais c'est quel comportement ça? Tu ressembles à ta maman? Ou bien ceci? Des mauvais comportements, des mauvaises paroles que les gens ont l'habitude de prononcer. Donc toi, tu n'as pas compris que le schéma là n'est pas bon et que tu dois vite partir, que Dieu t'a sauvé. Et tu vas continuer à dire, oh, chérie, excuse-moi, yeah, ma fille, 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22, 23, 24, 25, étudiante. Tu dis, chérie, pardon. Le monsieur là, il va finir ta vie. Ah, je suis en retard et c'est pour ça. Non, mais dans la vie, il faut chercher à savoir. Non, le pourquoi. Il y a ce qu'on appelle l'empathie. Il faut cultiver l'empathie. Quand quelqu'un pose un acte, demandez pourquoi. Cherchez à comprendre pourquoi et mettez-vous à la place de la personne plutôt que de l'accuser. Donc, il faut faire de nos relations des relations avec de bonnes bases et fixer des principes, des limites et commencer à s'éduquer dessus. Lever la main sur quelqu'un là, mais c'est l'extrême. Tu vas aller en prison. Si tu lèves la main sur moi, tu vas aller payer pour ça. Mais si la personne sait que tu n'as personne et qu'elle peut faire de toi ce qu'elle veut, elle fera de toi ce qu'elle veut. Je ne vais pas dire que les violences basées sur le genre sont orchestrées par les femmes. Moi, je ne dirai jamais ça. Et je ne vois pas la chose de ce point de vue. En tant que femme, nous avons l'obligation de bien éduquer nos enfants, de transmettre les valeurs qu'il faut à nos enfants
Et si malheureusement, on se retrouve dans des systèmes où les enfants voient des schémas qui ne sont pas bons, il faut dire aux enfants, le schéma que tu vois là, ce n'est pas le bon schéma, ne reproduis pas ça. Des situations où l'homme enlève sa ceinture pour taper la femme pendant que les enfants sont là. Et toi, femme, tu dis, je reste pour mes enfants. Là où tu dis, tu restes pour tes enfants, c'est toi-même qui es en train de les traumatiser et qui est en train de briser leur vie parce que tu restes là sur un foyer qui est devenu un ring. Et c'est le schéma qui est resté dans leur tête. Et les enfants vont chercher à épouser, les filles vont chercher à épouser demain un homme qui ressemble à leur papa parce que leur papa est censé être leur modèle. Donc, elles vont épouser des hommes violents qui vont les violenter dans leur mariage parce que c'est le schéma qu'elles ont vu. Donc, qu'est-ce que ça te coûte de te soustraire, de rester loin, de chercher les moyens pour aider tes enfants et continuer le combat, même loin de la maison, au lieu de rester là et de mourir? Je vais finir avec 2 petites dernières questions. Si une femme ne trouve pas de réconfort dans sa famille, elle fera quoi? Vous savez, chaque personne avait ses problèmes. Chacun n'a qu'à régler ses problèmes. Que chacun règle ses problèmes. Une famille ne viendra pas régler votre problème à votre place. Si vous avez la chance de vous faire écouter pour qu'on défende le dossier, qu'on discute avec vous pour un règlement à l'amiable, tant mieux. Mais si ça ne va pas avancer, vous êtes une personne humaine et vous avez des droits. Donc, une fille peut bel et bien contourner sa maman et aller se plaindre parce que les mamans disent il faut rester. Rester là. Quand le cancer va venir, tu vas partir. Quand la folie va venir, tu vas partir. Quand ceci va venir, tu vas devenir quelqu'un de ridicule. Tu vas devenir quelque chose au lieu d'une personne qui doit avoir une bonne carrière et vivre normalement. Le rôle des enfants dans les violences basées sur le genre. Les enfants n'étaient pas là quand on s'est mis ensemble. On ne va pas leur imputer une responsabilité. Mais ce qu'on va faire, c'est de protéger leur mental de manière à ce que demain, ils soient des enfants véritablement d'impact. Et je finis en disant que si une femme n'a pas un savoir-faire, un gagne-pain, elle n'a pas normalement le droit de se marier ou de donner son dos dans le lit d'un homme. Parce que quand tu n'es pas toi et quand tu ne peux pas prendre soin de toi, on va te faire balader au gré du vent. Tu vas souffrir jusqu'à toi-même, tu seras dépassé. Tu vas trouver un caillou et penser que c'est de l'argent. Tout dépend de toi. Pourquoi vous courez pour aller faire du concubinage en sachet? Pourquoi est-ce que vous courez, vous mettez un dessous dans votre sachet, dans un sac, week-end, vous êtes parti chez un garçon? Vous voulez construire quoi comme ça? Une femme a de la valeur. Une femme doit se prendre en charge. Une femme doit s'aimer. Une femme doit s'imposer. Non, arrêtons ça. Les jeunes filles, non, que tout le monde se prenne au sérieux. Si vous n'avez pas un travail, vous ne savez pas où vous allez, vous ne pouvez pas vous prendre en charge, vous ne pouvez pas. Moi, je ne vous conseille pas de vous mettre en union ou de vous marier parce que même si vous n'avez pas de violence dans votre foyer et que votre mari venait à en mourir ou venait à mourir, vous allez nourrir les enfants comment? Vous allez vivre comment? Il a beau être riche et tout, il vous met dans de belles conditions. Il meurt, la famille vous prend tout, vous allez faire votre combat au tribunal, tout et tout. À un moment donné, vous allez constater que si vous ne faites pas peut-être stop, on va vous tuer aussi parce que les mécanismes de tuerie sont là. Donc la balle est dans notre camp, que chacun règle ses problèmes et que chacun prenne sa vie en charge. Généralement, c'est quand l'homme est nanti, bien nanti, on va chercher un cousin délinquant de l'autre côté, on dit voilà, c'est lui que tu vas épouser. Et quel est l'objectif? C'est de dilapider les peu de ressources qui est laissé là, c'est de dilapider ça en quelques années. Et il ne veut pas. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut conseiller le libéral? Si c'est un papa, un membre responsable qui a le souci de garder et d'entretenir ses enfants et de suivre leur évolution, là, d'accord. Mais le constat est que c'est pour dilapider les richesses de l'héritage. Et c'est pour ça qu'on prend surtout cet aspect-là pour dire attention femmes. Bon, voilà. Et autorité de l'homme. Autorité de l'homme, là, c'est pas pour terrifier. C'est pas pour semer la zizanie dans la maison. Quand papa rentre,
tout le monde se cache. C'est pas ça l'autorité. Non. Non. Au contraire, quand papa est là, on est protégé. Quand papa est là, on peut parler. On dit, ah, il viendra trancher, il viendra régler cette affaire-là. Mais généralement, l'autorité de papa, c'est pour terrifier et maman et les enfants. C'est pour battre les enfants, la maman et psychologiquement blesser les enfants. Il y a des enfants, quand ils viennent à l'école tous les matins, les yeux rouges. Qu'est-ce que tu as? Papa a encore frappé maman aujourd'hui. Demain, on revient. Tu as encore les yeux rouges aujourd'hui. Papa a encore frappé maman. Sans savoir qu'on est en train de causer des chocs émotionnels à l'enfant là, ça peut agir sur son mental, ça peut le perturber à vie même. Perturber sa scolarisation, perturber sa vie. Et on pense qu'on est en train de régler le compte à maman. Non. On est en train de perturber ses propres enfants. C'est ce que nous oublions. Bon. 2 minutes. L'autre a déjà dit, s'il n'y a pas de réconfort auprès des mamans, auprès des parents, c'est pour ça que nous mettons l'accent sur l'autonomisation et la formation. Il faut avoir un cahier avant de prendre le chemin. Il faut se faire former. Il faut se faire former. Quand tu as déjà un certain niveau et tu peux subvenir à tes besoins, tu n'es plus une charge. Généralement, c'est à travers les demandes. Il n'y a pas de maïs. On vous lance les mots. Toi, colle-moi la paix. Hein. Tu reviens encore toujours pour ton histoire de maïs. Non. Le minimum, là, il faut que la femme puisse assurer ça. Et ne pas attendre toujours pour tendre la main à l'homme. Parce que c'est les facteurs de révolte qui fait que l'homme lance des mots. Que tu veuilles ou pas, tu acceptes parce que la main est toujours tendue. La fuite de responsabilité parentale, c'est tout simplement, encore une fois, un problème d'éducation, un problème d'ego du côté des hommes qui, malheureusement, parce qu'ils ont des problèmes et qu'ils n'arrivent pas à le gérer, ils préfèrent fuir ces problèmes-là et laisser la femme gérer tous ces problèmes, sachant que la femme est capable de gérer une femme ne va jamais laisser pour compte son enfant, qu'elle est capable, et ça, je crois que c'est ce que Dieu nous a donné de plus formidable. Du moment où on a porté les enfants dans notre sein, on fait tout pour les protéger. Une mère protège toujours sa progéniture plus qu'un homme. Je ne dis pas que les hommes ne le font pas, mais une maman, à cause de l'instinct, parce qu'elle a partagé avec cet enfant le même cordon, cela lui donne la capacité, une capacité phénoménale de protection. Donc, une maman va toujours se battre pour nourrir son enfant, ce qui n'est pas forcément le cas du papa. Dès que le papa va trouver la moindre difficulté, et c'est pour ça que je dis que c'est un problème d'éducation, ça sera la fuite en avant et la maman sera obligée d'être face à toutes ces responsabilités-là. À ce niveau, moi, je conseille tout simplement la sensibilisation, que la sensibilisation aille également vers les pères et que surtout l'accent soit mis sur ce qu'ils perdent. Parce que je connais beaucoup d'hommes aujourd'hui qui disent « j'ai des enfants, mais malheureusement, je ne jouis pas de l'affection de mes enfants, je ne jouis pas de l'amour de mes enfants. » Mais pendant ce temps, qu'est-ce que tu as fait? Quand l'enfant était en bas âge, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu lui as donné, transmis comme valeur? Qu'est-ce que tu lui as donné comme amour pour que, au moment où il est grand, il puisse te le donner? La vie, c'est en fait, tu donnes et puis on te donne, hein. Dans tous les domaines. C'est quand tu sèmes que tu récoltes. Ce que tu n'as pas semé, tu ne peux pas récolter. Et malheureusement, les hommes qui fuient, ils ont l'impression d'être heureux, mais ils se referment dans un carcan et ils le répètent, hein. Quand ils vont ailleurs, sachant que c'est mieux, vous allez voir, et c'est là où c'est encore pire. Et on veut revenir. Et parfois, il est trop tard. Donc, c'est vraiment une question d'éducation encore à ce niveau. Je voudrais
bondir sur le fait où quand les rôles sont inversés, vous savez, moi je vais dire toujours une chose, Dieu a su mettre chaque chose à sa place. Dieu a mis chaque chose à sa place. Et Dieu sait pourquoi il a mis chaque chose à sa place. Si jamais cela devrait changer, ça ne devrait pas perdurer parce qu'on a dit que la femme est une aide à l'homme. L'aide, c'est vrai, dans certains cas, ça peut être beaucoup plus poussé, mais ça ne devrait pas durer. Le jour que toi, en tant qu'homme, tu fuis tes responsabilités, tu laisses la porte ouverte à toutes les dérives dans ton foyer. Prends tes responsabilités et c'est fini. Tu ne peux pas le prendre et tu attends. Elle se bat. Et quand elle se bat, elle ramène de l'argent à la maison. C'est toi qui es encore là, tu es frustré et au lieu de la soutenir dedans, tu fais tout pour pouvoir la démoraliser, pour pouvoir la rabaisser. Et parfois même, elle va faire des choses et tu vas dire, mais non, pourquoi? Non. Chers hommes, je vous en supplie, chaque chose à sa place. Votre responsabilité dans le foyer, c'est la sécurité sur tous les plans. Vous avez le devoir et l'obligation de prendre soin de la promise ou de la femme qu'on a mis à vos côtés. Et elle, par contre, son devoir, c'est de pouvoir prendre soin de sa famille. Parce que le foyer, en fait, c'est une entreprise, hein. Le foyer, c'est une entreprise. Il est important alors que chaque homme sache qu'il a le devoir de prendre soin de sa famille. Aujourd'hui, il ne peut pas. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas grave. Ça peut changer et ça doit changer. Il doit reprendre sa place. Et à ces femmes-là aussi, je vais dire à ces femmes-là aussi qui ont de tels comportements, Dieu n'a pas dit ça non plus. C'est pas parce que tu as un pouvoir d'achat supérieur à ton homme que tu vas le brimer, que tu vas le prendre comme un moins que rien. Peut-être que cette situation-là, c'est juste une situation que Dieu permet pour pouvoir faire un certain nombre de mises à jour dans votre foyer. Qui sait? Donc, c'est vraiment important que chacun reconnaisse sa place. Femme, même si c'est toi qui as le pouvoir d'achat, tu as le devoir de respecter ton mari. Je vais vous donner un exemple. J'ai une tante. C'est une des plus grandes commerçantes dans ce pays. Quand tu la vois sur le lieu du travail, elle est la patronne. Et son mari travaille avec elle. Et là, chacun est dans son rôle. Mais quand c'est à la maison, si vous voyez comment elle chérit son mari, mais vous allez dire, mais non, ce n'est pas cette femme-là que j'ai vue il y a quelque temps à la boutique. Elle chérit son mari comme il n'est pas permis. Donc, encore une fois, chacun a son rôle et chaque chose a sa place. Madame, tu es boss, tu as l'argent, ça reste dehors. Quand tu rentres dans le foyer, tu as la responsabilité de respecter ton mari. Et Marie, c'est pas parce que ta femme, elle te respecte et qu'elle a le pouvoir d'argent et qu'elle a le pouvoir financier qu'à un moment donné, tu vas te foutre d'elle. C'est pas possible. Chaque chose, chaque puzzle a sa place. C'est important. Je voudrais parler également sur les violences silencieuses des hommes. Vous savez, je sais que beaucoup d'hommes subissent. Je sais que beaucoup d'hommes ont des problèmes. Et je sais qu'à leur niveau, parfois, ils n'ont pas la capacité de s'exprimer parce que la société leur a dit en tant qu'homme, tu ne dois pas pleurer. En tant qu'homme, tu ne dois pas faiblir. En tant qu'homme, tu ne dois pas. Alors qu'il y en a qui sont là. Tellement on leur a rabâché ça. Et surtout aujourd'hui, on est en train de faire une erreur. Et moi, je dis souvent, de la même façon qu'on est en train d'éduquer les filles, il faut éduquer les hommes aussi. Parce que il faudrait pas qu'on crée un problème un couteau à double tranchant. Tout simplement parce que les filles seront éduquées, les hommes ne seront pas éduqués. Et demain, ça sera le phénomène inverse. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. J'ai beaucoup d'amis là-bas qui me disent qu'aujourd'hui, c'est plutôt les hommes qu'on est en train d'éduquer. Parce que au nom de la féminité, au nom de l'autonomisation, au nom de tout ce que vous savez, on est en train de galvaniser les femmes, c'est vrai,
on est en train de nous dire l'autonomisation, mais ça a quand même ses limites. C'est-à-dire, encore une fois, on revient, il faut que chaque chose soit à sa place. Et ça, c'est l'éducation, c'est la tolérance aussi. Il faut savoir tolérer. Et c'est l'amour du prochain. Du moment où il y a de l'amour, on peut régler toutes choses. Et par la communication, ça a été dit tout à l'heure. Et je finirai pour dire que les hommes, encore une fois, qui gardent beaucoup de choses, il est possible que vous vous confiez. Il est possible qu'à un moment donné, je sais que vous avez souvent d'amis, sachez choisir vos amis et faites en sorte que le moment où vous sentez que ça ne va pas, encore une fois, il faut rechercher une oreille attentive qui puisse vous écouter. Allez voir peut-être maman, ou faites en sorte que papa trouve du temps pour vous et vous lui posez le problème. Parfois même, comme monsieur a dit tout à l'heure, j'ai suivi un peu ce qu'il disait, il y a des hommes qui, une fois dans le foyer, ils n'arrivent pas à assurer. Parce qu'il y a cette peur, il y a ce manque de confiance. Et parce qu'on leur a dit, il faut que tu sois homme, ils se comportent comme des hommes et puis c'est vraiment gauche. Je pense que sur les violences basées sur le genre, c'est vrai, il faut communiquer, il faut éduquer, mais au-delà de tout, je pense que il y a les valeurs et les bienséances. Ce qu'on sait qu'on ne peut pas, ce que tu sais que tu ne peux pas supporter, ne le fais pas à l'autre. Parce que tout ce que tu fais à l'autre, d'une manière ou d'une autre, tu vas le recevoir en pleine figure. Je reviens à semer. Ce que tu sèmes dans la vie, c'est ce que tu récoltes. Je vous remercie. Vous devez échanger entre vous. Je suis pour l'éducation des filles et je suis aussi pour l'autonomisation de la femme. Tout homme qui s'aime et aime sa famille doit aimer sa sœur, doit aimer sa mère, donc doit aimer la petite fille et doit, dès le début, lui donner l'éducation du partage, l'éducation de l'amour, l'éducation des échanges. Donc, militons tous pour le bien-être des hommes et des femmes. Dans la vie, l'homme devient ce qu'il se fait et on ne donne que ce que l'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Dieu est amour. Soignons l'amour. Cultivons l'amour. Donnons l'amour. Répandons l'amour partout où nous serons. Vous savez, quand vous êtes dans un environnement où l'amour prend la place, vous formez des personnes remplies d'amour. Si vous donnez de l'amour à vos enfants, moi je dis, dans un foyer, quand vous embrassez vos enfants, vous dites à vos enfants, je t'aime chérie, je vous aime mes amours, vous êtes exceptionnels, vous êtes adorables. Vous allez voir, ça fait ni 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 dans la tête des enfants. Même quand vous dites à votre adolescente, votre fille, ma chérie, tu sais que tu es précieuse, je t'aime. Si vous le lui dites, elle ne va pas courir après ça chez un homme pour aller rapidement dans un mariage où on va la chiffonner. Mais si vous n'avez pas eu l'habitude de lui donner l'amour, elle va vite quitter la maison parce qu'elle a besoin d'amour. Et là-bas, l'amour qu'on lui donne est tellement frelaté que ça dure pas. Donc, je vous dis, répandons l'amour partout où nous sommes. Donnons de l'amour partout où nous sommes. Et s'il y a des gens qui ne donnent pas l'amour, cherchons à savoir pourquoi. Parce que c'est quand il y a des blessures, c'est quand il y a des malédictions, c'est quand il y a des chocs et les gens ne sont pas guéris que la violence prend place. Et donc, si on est amour, qu'on donne de l'amour, on sera forcément attiré par des personnes qui ont de l'amour à nous donner et qu'on puisse cultiver l'amitié entre nous, qu'on puisse cultiver l'amitié dans le mariage, dans les relations humaines, les relations professionnelles et que chacun, de façon intentionnelle, se décide à ne pas être objet de violence, à ne pas être victime de la violence et à ne pas créer de la violence également aux autres. Et retenez, comme l'a dit notre doyenne de Zonta, notre vie nous appartient. Ne permettons à personne de nous injurier, ne permettons à personne de lever la main sur nous et ne permettons à personne de nous humilier et de
d'affecter notre estime de soi, notre confiance en nous-mêmes et l'image que nous avons. Le constat est amer. Et quel est ce constat? C'est la perte des valeurs humaines qui s'accentue malgré la multiplication des églises, malgré l'accroissement du niveau de formation, il y a perte des valeurs humaines. Et la question doit être préoccupante. La question de maltraitance, de violence doit préoccuper tous les acteurs politiques, économiques, familiaux. Sinon, avec cette évolution, l'avenir est sombre. L'avenir est sombre parce que quand la violence va dépasser la famille, ça va prendre les rues. Et la vie deviendra difficile pour tout le monde. Donc, il est temps que nous nous réveillons, que nous prenions la question au sérieux et nous y apportons des solutions, ne serait-ce que des apports de solutions pour améliorer et corriger les écarts, les causes des violences.